Mon frère a brandi ses clés, regarde ma nouvelle voiture. Je marchais sous la pluie et j'ai murmuré, profite en tant que tu le peux. Papy a vu la carte grise et a demandé, pourquoi la voiture d'Élise est-elle à ton nom? Mes parents ont prétendu que mon frère avait acheté sa Peugeot avec de l'argent d'investissement pendant que je conduisais une épave rouillée. Mais quand papy a demandé pourquoi je ne conduisais pas le cadeau qu'il m'avait envoyé, la pièce s'est figée. Ce silence leur a coûté la totalité de leur héritage. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La pluie ne faisait pas que tomber. Elle martelait le pare-brise de ma Renault Clio de 2008 avec une violence qui semblait personnelle. Je serrais si fort le volant que mes jointures prirent la couleur d'un vieux parchemin, priant les dieux de la mécanique, quels qu'ils soient, que le voyant moteur qui clignotait sur le tableau de bord ne soit qu'une anomalie. Ce n'en était pas une. La voiture a tremblé, a émis une toux sifflante qui ressemblait de manière alarmante à un animal mourant, puis la direction assistée a disparu. J'ai lutté pour garer le véhicule sur l'accotement boueux, à seulement 1,5 km de l'allée immaculée de mes parents. Je suis resté assise un instant dans le silence soudain, écoutant la pluie teinter contre le métal, et j'ai appuyé mon front contre le volant froid. S'il te plaît, ai-je murmuré à la voiture vide. Juste une nuit de plus. Amène-moi juste jusqu'au dîner. J'avais 26 ans. J'avais un master en éducation. Je travaillais 50 heures par semaine à enseigner la chimie à des lycéens qui se souciaient plus des vidéos virales que du tableau périodique. Et pourtant, je ne pouvais pas me permettre de réparer l'alternateur d'une voiture assez vieille pour être l'une de mes élèves. J'ai dû marcher le dernier 1,5 km. Quand je suis arrivé devant la porte d'entrée de la vaste maison de style colonial de mes parents, je ressemblais à un rat noyé. Mes talons bon marché étaient couverts de boue. Mes cheveux étaient plaqués sur mon crâne, et je tremblais de manière incontrôlable. Je n'ai même pas eu besoin de frapper. La porte s'est ouverte et là se tenait ma mère, Isabelle. Elle ne regardait pas ma silhouette glacée et tremblante avec inquiétude. Elle regardait la boue sur le porche avec horreur. Élise, a-t-elle sifflé, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Bonté divine, regarde-toi. Tu as marché? Où est ta voiture? Elle est tombée en panne, ai-je dit en claquant des dents. 1,5 km plus loin. Je crois que l'alternateur a finalement lâché. Eh bien, ne reste pas là à goûter sur le parquet, a-t-elle lancé sèchement, me faisant entrer et me tendant immédiatement un chiffon du placard de service comme si j'étais un chien boueux. Va te sécher dans la buanderie. Papy Arthur est déjà à table, et tu sais comment il est avec la ponctualité. Je me suis nettoyé du mieux que j'ai pu. Quand je suis finalement entré dans la salle à manger, la chaleur du feu et l'odeur du rôti de bœuf m'ont frappé, mais cela ne m'a pas réconforté. Cela n'a fait que souligner le fossé. Mon père, Richard, versait du vin. Mon frère, Lucas, mangeait déjà un petit pain, l'air remarquablement sec et bien reposé. Et au bout de la table était assis papy Arthur. Arthur était un homme taillé dans le granit. Il avait 78 ans, était à la retraite d'une carrière en droit des contrats d'entreprise, et possédait un regard qui pouvait faire s'écailler la peinture d'un mur. Il vivait en Normandie et ne venait que rarement nous voir, faisant de ce dîner une occasion mémorable. Élise, a tonné papy Arthur, sa voix profonde et rauque. Tu es en retard. Problème de voiture, papy, ai-je dit, me glissant sur ma chaise et essayant de cacher mes chevilles boueuses sous la table. Ma Clio a finalement rendu l'âme sur l'autoroute. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Mon père s'est raclé bruyamment la gorge. Oui, eh bien, ces choses arrivent avec les vieilles machines. Prends un peu de vin, Arthur. Mais papy n'a pas pris son vin. Il a posé lentement sa fourchette. Il m'a regardé, ses yeux se plissant sous ses sourcils gris et broussailleux. Il avait l'air confus, une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ta Clio, a-t-il répété. Oui, ai-je dit, attrapant un petit pain puisque je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Elle a 320 000 km au compteur, mais elle fait de son mieux. Papy a froncé les sourcils. Il a déplacé son regard de moi vers la fenêtre, où l'on voyait l'allée sous les projecteurs. Garée en plein milieu, brillante même sous la pluie, se trouvait une Peugeot 508 argentée flambant neuve. Alors qui, a demandé Slowly papy, pointant un doigt épais vers la fenêtre, conduit la Peugeot. Lucas,
mon frère de 23 ans, a bombé le torse. C'est la mienne, papy. Une beauté, n'est-ce pas? Elle se conduit comme un rêve. Papy a regardé Lucas. Puis il a regardé mes parents, qui étaient soudainement très intéressés par leur salade. Finalement, il a de nouveau tourné son regard vers moi. Élise, a dit papy, sa voix tombant dans un grondement bas et dangereux. Où est la Peugeot que je t'ai donnée? Je me suis figé, le petit pain à mi-chemin de ma bouche. J'ai cligné des yeux. Pardon? Le cadeau de fin d'études, a dit papy, articulant chaque mot. Pour ton master. J'ai envoyé le chèque à ton père il y a 2 ans. Il était spécifiquement destiné à un nouveau véhicule pour toi afin que tu ne conduises pas ce piège mortel pour aller à l'école tous les jours. J'ai regardé mon père. Il transpirait. J'ai regardé ma mère. Elle serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Attends, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, la prise de conscience me frappant plus durement que la pluie froide. Vous m'avez donné cette voiture? Mes parents ont donné cette voiture à mon frère, ai-je dit, ma voix s'élevant alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient acheté avec ses investissements en crypto-monnaie. Papy est resté silencieux. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé la table. Il est simplement devenu absolument immobile. Il a regardé mon père, puis ma mère, et a finalement posé son regard sur Lucas, qui avait soudain l'air beaucoup moins arrogant. L'expression sur son visage m'a dit que quelque chose de grave allait se produire. La trahison était pire que le diagnostic de ma voiture en panne. C'était un coup physique qui m'a coupé le souffle. Pendant 10 secondes, le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir et le tambourinement de la pluie contre la vitre. Mon père, Richard, a été le premier à rompre le silence. Il a laissé échapper un rire nerveux et aigu qui ressemblait à un hoquet. Allons, Arthur, n'entrons pas dans la logistique pendant le dîner, a dit papa, attrapant à nouveau la bouteille de vin, bien que sa main tremble si fort que le goulot de la bouteille claquait contre le bord du verre. Nous pourrons discuter des finances plus tard. C'était une décision de famille. Une décision de famille, a répété papy. Sa voix était dénuée de chaleur. Je vois. Élise faisait-elle partie de cette décision de famille? Je ne savais rien de tout ça, ai-je lâché, mon choc se transformant rapidement en colère. Je paie 600 € par mois en réparation pour une voiture qui n'a pas de climatisation. J'ai manqué 3 jours de travail l'hiver dernier parce qu'elle ne voulait pas démarrer. Élise, baisse la voix, a claqué ma mère, ses yeux me lançant des poignards. Ne sois pas dramatique. Tu sais, Lucas avait besoin d'une voiture fiable pour son réseautage. Réseautage? Ai-je demandé, incrédule. Maman, il joue aux jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin. Il n'a pas de travail. Je suis un entrepreneur. A crié Lucas en frappant la table de sa main. Tu ne comprendrais pas. Tu n'es qu'une enseignante. Tu n'as pas besoin d'une Peugeot pour te rendre dans un lycée public. Cela enverrait de toute façon le mauvais message aux élèves. C'est mieux pour ton image d'être humble. Je l'ai dévisagé. L'audace était si épaisse que je pouvais presque la goûter. Mon image, Lucas? Je dois fixer mon rétroviseur latéral avec du ruban adhésif. Assez, a dit papy. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre. Il a pris sa serviette, s'est tamponné la bouche et l'a posée soigneusement sur la table. Richard, Isabelle, vous m'avez dit spécifiquement lors de notre appel téléphonique de Noël dernier qu'Élise était, je cite, ravie de la voiture et qu'elle en prenait grand soin. Vous m'avez dit qu'elle était trop occupée pour écrire une carte de remerciement elle-même, alors vous m'avez transmis sa gratitude. Mon visage a brûlé. Je n'avais pas écrit de carte de remerciement parce que je ne savais pas que le cadeau existait. Je lui avais envoyé une carte pour un pull qu'il m'avait envoyé, pensant que c'était tout. Nous. Eh bien, nous ne voulions pas t'inquiéter, a balbutié maman, essayant d'adopter un ton pitoyable. Élise n'est pas une conductrice confiante, Arthur. Cette voiture est très puissante. Nous pensions qu'il était plus sûr que Lucas s'occupe de la grosse machine, et Élise est si à l'aise dans sa Clio. C'est sentimental pour elle. Sentimental, ai-je étouffé. Je déteste cette voiture. Elle sent le moisi. Nous la protégions, a ajouté papa, s'accrochant à l'excuse de maman, et Lucas avait besoin d'un coup de pouce. Il a eu du mal à lancer sa carrière.
Nous pensions qu'en tant que famille, nous partagions les ressources. Vous avez volé votre fille, a corrigé papy. Il ne les a pas regardés. Il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti un petit carnet relié en cuir. Il l'a ouvert, a mis ses lunettes de lecture et a débouché un stylo-plume. Mes parents ont regardé ce carnet avec une fascination terrifiée. Ils savaient, comme moi, que papy Arthur était un homme de dossier. Il documentait tout, chaque transaction, chaque promesse, chaque conversation. Date, 14 août, il y a 2 ans, a lu papy à voix haute, sa voix ferme. Virement bancaire, 50 000 €. Mémo, cadeau de fin d'études d'Élise. Appel téléphonique avec Isabelle, le 2 septembre. A confirmé qu'Élise a reçu le véhicule et adore les sièges chauffants. Il a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Vous m'avez menti à plusieurs reprises pendant 2 ans. Papa, s'il te plaît, a murmuré ma mère, les yeux s'emplissant de larmes dans une performance que j'avais vue 1000 fois. Nous sommes sous une pression énorme. L'hypothèque, les frais du club. Lucas avait besoin d'une victoire. Élise est forte. Elle peut supporter les épreuves. Lucas est sensible. Papy a refermé le carnet d'un coup sec qui a résonné comme un coup de feu. Élise, a-t-il dit en se tournant vers moi, finis ton dîner. Ensuite, je veux que tu me conduises à mon hôtel. Je ne reste pas ici ce soir. Mais Arthur, s'est levé papa, nous avons préparé la chambre d'amis. Je ne dormirai pas sous un toit soutenu par des mensonges, a dit papy. Élise, je ne peux pas, ai-je dit, la voix tremblante. Ma voiture est en panne, tu te souviens. Papy a regardé Lucas. Donne-lui les clés. Lucas a ri. C'était un rire nerveux, chargé d'incrédulité. Quoi? Non, papy. Allons. C'est ma voiture. Elle est enregistrée au nom de papa, en fait. Donne-lui les clés, a dit papy. Ce n'est pas grave, papy, ai-je dit rapidement, voyant les veines saillir dans le cou de mon père. Je ne voulais pas de bagarre. Je voulais juste sortir de là. J'appellerai un taxi. Je vous emmènerai à l'hôtel. Je me suis levé, mes jambes comme de la gelée. La trahison s'installait maintenant, lourde et froide dans mon estomac. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était le fait qu'il m'avait regardé me débattre. Il m'avait regardé compter mes centimes pour l'essence. Il m'avait regardé pleurer quand mon radiateur a explosé l'été dernier. Et pendant tout ce temps, Lucas se pavanait dans mon cadeau, acheté avec l'argent qui m'était destiné, et ils en avaient ri. Ils avaient cependant oublié une chose cruciale. Papy n'était pas seulement un parent riche qu'ils pouvaient exploiter. Il était le fiduciaire de la succession familiale. Et alors que mes parents pensaient le gérer, ils n'avaient aucune idée que le rôle de vieil homme sénile qu'ils pensaient qu'il jouait n'était que lui leur donnant assez de cordes pour se pendre. Alors que je me dirigeais vers la porte pour appeler le VTC, j'ai entendu ma mère siffler à mon père, « Règle ça, Richard. S'il change le testament, nous sommes ruinés. » Je n'ai pas regardé en arrière, mais je savais que la guerre venait de commencer. Le trajet en VTC jusqu'à l'hôtel fut silencieux. Papy a payé pour le trajet premium, un véhicule utilitaire sport noir qui sentait le cuir et la menthe, et s'est assis à l'arrière avec moi, regardant par la fenêtre les rues luisantes de pluie. J'ai ressenti un profond sentiment de honte, ce qui était irrationnel. Mais c'est ce que grandir dans ma maison vous faisait. On se sentait coupable d'être la victime. Je suis désolé, papy, ai-je dit doucement. Je ne voulais pas faire de scène. Ce n'est pas toi qui l'as provoqué, Élise, a-t-il dit en me tapotant la main avec sa paume rugueuse. Tu l'as simplement révélé. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre la dynamique de mon enfance. J'étais la travailleuse. Lucas était la star. C'est moi qui avais d'excellentes notes, non pas parce que j'étais un génie, mais parce que j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je travaillais dans un restaurant les week-ends dès l'âge de 16 ans pour économiser pour l'université. Mes parents m'applaudissaient, bien sûr, mais ils n'aidaient jamais. Ça forge le caractère, disait mon père en me regardant partir pour un double service. Nous ne voulons pas tout te donner sur un plateau. Tu dois apprendre la valeur de l'argent. Pendant ce temps, Lucas était spécial. S'il obtenait un C-, ils organisaient une fête parce que, il se ressaisit vraiment. S'il voulait rejoindre une équipe de hockey itinérante, le chèque était signé avant même qu'il ait fini sa phrase.
Quand il a accidenté sa première voiture à 17 ans parce qu'il envoyait des textos, ils lui en ont acheté une plus récente la semaine suivante parce qu'il était traumatisé par l'accident. J'avais accepté cela. Je pensais que c'était juste comme ça. Je pensais que mes parents manquaient de liquidité mais faisaient de leur mieux et que Lucas avait juste des besoins plus importants que moi. Je n'avais jamais réalisé qu'ils interceptaient activement mes bénédictions pour nourrir son sentiment de droit. Parle-moi de l'antagoniste, dit soudain Papy. Qui? Ton frère et tes parents, a-t-il précisé. Qu'ont-ils d'autre? J'ai soupiré. Lucas à la suite du rez-de-chaussée. Ils ont rénové le sous-sol pour lui l'année dernière. Kitchenette en granit, cinéma maison, entrée privée. Maman dit que c'est son incubateur pour ses idées d'entreprise. Et quelles sont ses idées d'entreprise? Revendre des baskets, ai-je dit platement. Et faire de la spéculation journalière avec l'argent que papa lui donne. Il a perdu 10 000 € le mois dernier. Et papa m'a dit qu'il devait réduire les dépenses d'épicerie à cause de la volatilité du marché. Je leur ai apporté 3 sacs de courses de mon propre salaire parce que je pensais qu'ils mourraient de faim. La mâchoire de Papy se serra. Tu leur as acheté des courses? Oui. Maman m'a appelé en pleurant, disant qu'ils mangeaient du riz et des haricots. Isabelle portait une montre Cartier ce soir, a noté froidement Papy. Et Richard vient de louer un nouveau Land Rover. Je l'ai vu dans le garage. Mon estomac se noie. Je n'avais pas vu le garage. Ils m'ont dit que c'était un prêt. Ce n'est pas un prêt, a dit Papy. Nous sommes arrivés à l'hôtel. C'était le plus beau de la ville. Papy n'est pas sorti immédiatement. Il s'est tourné vers moi, son visage illuminé par les lumières de l'entrée de l'hôtel. Élise, tes parents ne sont pas seulement mauvais avec l'argent. Ce sont des prédateurs, et ils se sont nourris de ton empathie. Il a sorti son téléphone. J'ai besoin que tu rentres à ton appartement. Ne les appelle pas. Ne réponds pas à leurs textos. Demain matin à 9 h, je veux que tu me rejoignes au cabinet d'avocats Fournier et Associés. Fournier et Associés, ai-je demandé. C'est le cabinet le plus cher de la ville. Oui, a dit Papy. Je les ai engagés parce que nous n'allons pas seulement récupérer ta voiture, Élise. Nous allons auditer les 10 dernières années de mes contributions financières à cette famille. Il a ouvert la porte, puis a fait une pause. Une dernière chose. Cette Peugeot, elle est enregistrée au nom de ton père. Correct? C'est ce que Lucas a dit. Bien, a souri Papy. Et ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un requin. Cela en fait un actif que je peux légalement saisir puisque les fonds ont été détournés d'une fiducie. Mais tes parents ont un plus gros problème. La maison. La maison? Je possède la maison, a dit Papy simplement. Je les ai laissés y vivre sans loyer pendant 20 ans à la condition qu'ils l'entretiennent et, surtout, qu'ils soutiennent leurs enfants de manière égale. C'est dans l'acte de propriété. Il est sorti sous la pluie, déployant un parapluie d'un coup sec. Rentre chez toi, Élise. Dors un peu. Demain, nous partons en guerre. Je l'ai regardé entrer dans le hall, le dos droit, sa canne tapant rythmiquement sur le marbre. J'ai regardé mon téléphone. J'avais 42 appels manqués de maman et 12 de Lucas. J'ai éteint le téléphone. La salle d'attente de Fournier et Associés était plus silencieuse qu'une bibliothèque et sentait le vieil argent, cuir, acajou, et la faible odeur fraîche de billets neufs. J'étais assise sur un canapé Chesterfield qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel entier, serrant une tasse de café qu'un assistant juridique m'avait apporté dans une tasse en porcelaine. Mes mains tremblaient encore, mais plus à cause du froid. C'était l'adrénaline. Papy Arthur est sorti des doubles portes en chêne à exactement 9 h, flanqué d'un homme qui avait l'air de manger des requins au petit déjeuner. C'était Maître Fournier. Il portait un costume taillé au millimètre près et avait des yeux dépourvus de toute sympathie humaine. Élise, a dit Papy, sa voix plus douce que la veille au soir. Entre. Nous nous sommes assis autour d'une table de conférence qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Maître Fournier a placé un unique et épais dossier devant moi. Il était intitulé « Versement aux bénéficiaires, Élise-Marie Lambert ». Avant de commencer, a dit Maître Fournier, sa voix sèche et précise, je dois vérifier votre identité et vos actifs actuels. Votre grand-père a exprimé des inquiétudes quant au fait que les fonds distribués à vos parents en tant que vos tuteurs et, plus tard, en tant que vos mandataires, ne vous sont jamais parvenus.
Mandataires, ai-je demandé en fronçant les sourcils. Je ne les ai jamais nommés comme mes mandataires. Maître Fournier a échangé un regard avec Papy. Il a fait glisser un document sur la table. C'était un formulaire de procuration daté de 3 ans. Il portait ma signature en bas. Je l'ai fixé. La boucle du « E » était trop large. Le « E » était trop pointu. Ce n'est pas ma signature, ai-je murmuré. Je n'ai pas signé ça. Nous nous en doutions, a dit Papy d'un air sombre. Élise, je veux que tu te prépares. La Peugeot n'était que la pointe de l'iceberg. C'était l'erreur maladroite qui a dénoué une tapisserie de mensonges très sophistiqués. Maître Fournier a ouvert le dossier. Selon nos registres, sur la base des demandes déposées par votre mère, Isabelle Lambert, votre grand-père a payé pour ce qui suit au cours des 5 dernières années, un acompte de 40 000 € pour un lieu de mariage pour vos noces avec un certain monsieur Jacques Lemoine. Je suis célibataire, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je n'ai jamais été fiancé. Qui est Jacques Lemoine? Nous pensons qu'il s'agit d'une invention, a poursuivi Fournier sans marquer de pause. Il a également payé 15 000 € pour une chirurgie dentaire reconstructive d'urgence après un supposé accident de voiture que vous auriez eu en 2021. J'ai ouvert la bouche, montrant mes dents. Je n'ai jamais eu de carie, encore moins de chirurgie. Et, a dit Fournier, portant le coup de grâce, 25 000 € spécifiquement demandés pour un traitement résidentiel en santé mentale en raison de votre grave dépression nerveuse l'été dernier. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au bord de la table. Ils vous ont dit que j'étais dans un hôpital psychiatrique? Ils m'ont dit que tu étais fragile, a dit Papy, sa voix tremblant de rage contenue. Ils ont dit que tu ne pouvais pas supporter le contact direct, que tu avais honte. C'est pour ça que je n'ai pas appelé. Ils m'ont dit que tu avais besoin d'espace pour guérir. J'ai envoyé des chèques. J'ai écrit des lettres qui, je suppose, ont été brûlées. Je pensais soutenir ta guérison. J'ai repensé à l'été dernier. J'avais fait des doubles services dans un programme d'école d'été pour rembourser mes prêts étudiants. Mes parents m'avaient dit que Papy voyageait en Europe et qu'il était injoignable. Où est passé l'argent? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Maître Fournier a projeté une feuille de calcul sur l'écran mural. Elle montrait le flux des fonds. L'argent du mariage coïncidait perfectly avec la rénovation de la suite du sous-sol de Lucas. L'argent des soins dentaires est apparu 2 jours avant que le compte de Lucas sur le réseau social ne le montre en vacances à Ibiza avec ses amis. L'argent pour la santé mentale était un virement direct pour couvrir un appel de marge sur le compte de spéculation journalière de mon père. Je n'étais pas seulement une fille pour eux. J'étais un projet fantôme, une invalide fictive qu'ils utilisaient pour siphonner l'argent d'un homme qui m'aimait. C'est de la fraude, ai-je dit, la prise de conscience durcissant quelque chose de tendre en moi. Ce sont de vrais crimes. En effet, a dit Papy. Et parce qu'ils ont utilisé le courrier et les virements électroniques pour le faire, cela relève de la juridiction fédérale. Mais Élise, tu détiens la clé. Je peux leur couper les vivres, mais pour les poursuivre en justice ou pour récupérer les actifs comme la maison, j'ai besoin que tu témoignes que ces demandes étaient fausses. J'ai regardé le registre. J'ai regardé la demande pour la santé mentale. C'est celle-là qui m'a brisé. Ils avaient utilisé ma santé mentale, ma réputation, comme une monnaie d'échange. Je ferai tout ce dont vous avez besoin, ai-je dit. J'ai fini de les protéger. Bien, a dit Papy. Il a appuyé sur un bouton de l'interphone. Bloquez les comptes, Fournier, et servez l'avis d'expulsion. Je ne suis pas retourné à l'école ce jour-là. Je ne pouvais pas faire face à une classe d'adolescents alors que ma propre vie ressemblait à un roman pour jeunes adultes sombres et tordus. Au lieu de cela, je suis retourné à mon appartement, un 3 pièces sans ascenseur avec de la peinture écaillée et un radiateur qui cliquetait comme un chevalier mourant. J'avais besoin de me changer de mes vêtements empruntés et de digérer l'ampleur du vol. J'ai monté les escaliers, mon esprit tourbillonnant de termes juridiques et de chiffres. Quand j'ai atteint ma porte, je l'ai trouvée déverrouillée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai poussé la porte. Ma mère était assise sur mon canapé de seconde main. Mon père faisait les 100 pas dans la petite kitchenette. Lucas était appuyé contre le mur, faisant défiler son téléphone, l'air ennuyé. « Où étais-tu » a exigé maman en se levant d'un bond. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais son maquillage était parfait. Nous t'appelons depuis 12 heures. As-tu la moindre idée à quel point nous étions inquiets?
Inquiet? J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir. Ou inquiet que je parle à papy? Ne prends pas ce ton avec moi, a claqué papa. Il avait l'air hagard. Il ne s'était pas rasé, et il sentait légèrement le scotch. Tu as provoqué un désastre hier soir, Élise. Un désastre. Papy Arthur est confus. Il est vieux. Il mélange les choses. Il semblait plutôt vif ce matin, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir et en croisant les bras, surtout quand il me montrait le virement bancaire pour ma chirurgie dentaire reconstructive. Le silence qui a suivi était absolu. Lucas a levé les yeux de son téléphone. Quelle chirurgie? Tais-toi, Lucas, a sifflé papa. Il s'est tourné vers moi, affichant un sourire qui se voulait rassurant mais qui avait l'air prédateur. Élise, ma chérie, écoute. Tu ne comprends pas le contexte. Nous gérions les flux de trésorerie de la famille. Nous avons emprunté sur ton futur héritage. Tout allait être remboursé avec intérêt. Avec intérêt. J'ai ri, un son dur et discordant. Comme l'argent pour mon mariage avec l'imaginaire Jacques Lemoine? C'était un investissement, aussi? Maman a tressailli. Elle s'est approchée de moi, les mains tendues. Nous avions besoin de cet argent pour la maison, Élise. Pour la famille. Ton frère, il a tellement de potentiel, mais le monde est si dur pour les jeunes hommes de nos jours. Nous avions juste besoin de lui donner une piste de lancement. Nous savions que tu allais bien. Tu es stable. Tu es une survivante. Tu as toujours été la plus forte. Je suis la plus forte parce que vous m'avez fait porter le poids, ai-je dit, la voix tremblante. Vous m'avez transformée en patiente psychiatrique pour payer les mauvais placements en bourse de papa. Vous avez fait de moi un cas de charité pour que Lucas puisse aller à Ibiza. Ce n'était pas Ibiza, a crié Lucas, maintenant sur la défensive. C'était une retraite de réseautage. C'était une fête, Lucas, ai-je hurlé, perdant finalement mon sang-froid. J'ai vu les photos. Tu tenais une bouteille de tequila dans chacune d'elles. Tu es jalouse, a craché maman, son masque tombant. Tu as toujours été jalouse de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as empoisonné ton grand-père contre nous parce que tu ne supportes pas de voir ton frère réussir. Réussir à quoi, ai-je demandé. À dépenser mon argent? Ce n'est pas ton argent, a rugi papa, frappant sa main sur ma petite table à manger. C'est de l'argent de famille. Ça vient de mon père. Ça nous appartient. En fait, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme mortel, papy Arthur pense différemment. Et comme il possède la maison dans laquelle vous vivez, et la voiture que Lucas conduit, et les comptes que vous avez vidés, je pense que son opinion compte. Il ne fera rien, s'est moqué maman, bien qu'elle ait l'air terrifiée. Il se soucie trop du nom de la famille. Il ne nous laissera pas mourir de faim. Il ne va pas vous laisser mourir de faim, ai-je dit. Mais il va vous laisser travailler. Fournier a gelé les comptes il y a 1 heure, et l'avis d'expulsion est en train d'être envoyé par coursier à la maison. Le visage de maman est devenu gris. Elle s'est effondrée sur le canapé. Expulsion? Il ne peut pas. Nous avons des droits de squatteur. Nous avons des droits. Vous avez un contrat de location qui stipule explicitement que l'occupation est conditionnelle à une conduite éthique, ai-je récité, me souvenant de ce que Fournier avait lu. La fraude n'est pas éthique, maman. Papa m'a regardé avec une haine pure. Si tu ne règles pas ça, Élise, si tu ne l'appelles pas tout de suite pour lui dire que tu t'es trompée, tu es morte pour nous. Tu m'entends? Nous te couperons les ponts. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la cupidité, le sentiment de droit, le manque absolu d'amour. Il ne voulait pas d'une fille. Il voulait une complice. Sortez, ai-je dit. Élise. Sortez, ai-je répété en attrapant mon téléphone. Ou j'appelle la police et je signale des intrus, et comme je suis la seule sur ce bail, ils vous feront sortir. Ils sont partis, mais en passant devant moi, Lucas m'a donné un coup d'épaule assez fort pour me faire trébucher. Tu vas payer pour ça, a-t-il marmonné. Tu as tout ruiné. Non, Lucas, ai-je dit à son dos. J'ai juste arrêté de payer pour toi. Si je pensais que la confrontation dans mon appartement était la fin, j'étais naïve. Ce n'était que l'escarmouche d'ouverture. Au cours des 3 jours suivants, la guerre s'est intensifiée. Papy est resté en ville,
installant un centre de commandement dans la suite de l'hôtel. J'ai passé mes soirées là-bas à l'aider, ainsi que Maître Fournier, à trier des boîtes de documents financiers que mes parents avaient été contraints de remettre sous la menace de poursuites immédiates. L'ampleur de la tromperie était nauséabonde. Il ne s'agissait pas seulement des grosses sommes. C'était le siphonnage quotidien. Ils avaient ouvert des cartes de crédit à mon nom quand j'avais 18 ans, des cartes dont je n'avais jamais connu l'existence, et les avaient utilisées au maximum, puis payé les minimums avec l'argent de papy pour maintenir ma cote de crédit juste assez élevée pour éviter les alertes, mais assez basse pour que j'aie du mal à obtenir mon propre appartement. Ils t'exploitaient comme une ferme, a dit papy un soir, jetant une pile de relevés sur la table basse. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a quelques jours. Ils te maintenaient financièrement paralysé pour que tu ne puisses pas partir, tout en utilisant ton identité pour financer leur style de vie. Mais mes parents ne comptaient pas se laisser faire sans se battre salement. Le jeudi, j'ai reçu un appel du directeur de mon école. « Élise » a dit le proviseur Martin, l'air mal à l'aise. « J'ai reçu un courriel troublant aujourd'hui de votre père. Il prétend que vous souffrez de graves problèmes de toxicomanie et que votre comportement erratique est un danger pour les élèves. » Mon sang se glaça. C'est un mensonge. Un mensonge complet. Il a joint un document, a dit le directeur, un reçu d'un centre de désintoxication résidentielle de l'été dernier. Ils utilisaient leur propre fraude pour me détruire. Ils utilisaient la fausse piste documentaire qu'ils avaient créée pour papy pour réduire ma carrière en cendres. Monsieur le proviseur, ai-je dit, forçant ma voix à rester calme, ce document est un faux créé pour frauder une fiducie. Je travaille actuellement avec le cabinet d'avocats Fournier et Associés. Je peux leur demander de vous envoyer une déclaration sous serment dans l'heure, ainsi que les résultats d'un test de dépistage de drogue que je suis heureuse de passer tout de suite. J'ai réussi à sauver mon emploi, mais de justesse. La prise de conscience que mes parents étaient prêts à détruire mes moyens de subsistance, ma seule source d'indépendance, juste pour me nuire, a balayé la dernière once d'hésitation que j'avais. Puis est venue la question de la Peugeot. Papy avait envoyé une dépanneuse pour reprendre possession du véhicule dans l'allée. Le chauffeur est arrivé pour trouver l'allée vide. Ils l'ont caché, ai-je dit à papy. Lucas l'a probablement garé chez un ami. Ils essaient de liquider des actifs, a averti Fournier. S'ils vendent cette voiture en liquide, nous ne reverrons jamais cet argent. Et ils ont besoin de liquide car j'ai bloqué les cartes de crédit. Nous devions trouver la voiture, et je savais exactement comment faire. Lucas était arrogant, mais il était aussi prévisible. Il vivait sa vie pour les médias sociaux. S'il avait la voiture, il ne pourrait pas résister à l'envie de la montrer, même s'il se cachait. J'ai créé un faux compte sur un réseau social, le profil d'un dépisteur pour un magazine de voitures de luxe. J'ai suivi le compte privé de Lucas, qu'il a accepté immédiatement, désespéré de validation, et j'ai attendu. 3 heures plus tard, il a posté une publication éphémère, cachée au chalet du lac. Profil bas mais la grande vie. Vie de Peugeot les ragerageront. Le chalet du lac. Il appartenait à la sœur de ma mère, tante Catherine, qui vivait sur la côte d'Azur. Ils étaient entrés par effraction. Je l'ai, ai-je dit, montrant le téléphone à papy. Excellent, a dit papy, les yeux durs. Mais nous n'allons pas seulement prendre la voiture, Élise. Nous allons les exposer à toute la famille. Comment? Dimanche, c'est la fête de fiançailles de ta cousine, a dit papy. Ta tante Catherine sera là. Tes parents seront là, essayant de prétendre que tout est normal pour sauver les apparences. Ils pensent que je suis trop gêné par le scandale pour me montrer. Il s'est penché en avant. Nous allons y aller. Nous allons présenter les preuves. Et quand tante Catherine découvrira qu'il squatte sa maison de vacances et cache un véhicule volé, le tribunal de l'opinion publique fera ce que le système juridique met des mois à accomplir. Ils vont faire une scène, ai-je prévenu. Je compte là-dessus, a dit papy, car quand ils crient, ils révèlent qui ils sont vraiment. Mais à l'approche du week-end, les textos de ma mère sont passés des menaces à des messages de culpabilité sombres et manipulateurs, ton père a des douleurs à la poitrine. S'il fait une crise cardiaque, ce sera de ta faute. Nous sommes une famille. Les familles pardonnent. Ne laisse pas l'argent nous détruire. Lucas pleure. Ce n'est qu'un garçon. Pourquoi le détestes-tu? J'ai regardé les messages. Une semaine auparavant, il m'aurait brisé. Maintenant, il ressemblait juste à des preuves.
Il a 23 ans, maman, ai-je murmuré à l'écran. Et il conduit ma voiture. Nous avons préparé le dossier, des copies des signatures falsifiées, les relevés bancaires montrant les virements sur les comptes de Lucas, les fausses factures de désintoxication. La fête de fiançailles avait lieu dans un club de campagne. C'était la scène parfaite. Mes parents comptaient sur le silence des victimes pour maintenir leur statut. Ils comptaient sur le fait que je sois trop poli pour faire des histoires. Mais la fille qui conduisait la Clio rouillée avait disparu. Je conduisais maintenant une voiture de location payée par la fiducie, et je venais réclamer mon dû. Le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche était le genre d'endroit qui sentait le lys et le vieil argent. Des lustres en cristal tremblaient au-dessus de nos têtes, projetant une lumière fracturée sur la piste de danse Polly où ma cousine, Sarah, tourbillonnait dans une robe blanche, ignorant béatement que sa fête de fiançailles était sur le point de devenir le théâtre d'une exécution publique. Je me tenais à l'entrée de la salle de bal, serrant ma pochette si fort que les perles s'enfonçaient dans ma paume. Mon cœur battait un solo de batterie frénétique contre mes côtes. « Respire, Élise » a murmuré Papy Arthur à côté de moi. Il avait l'air royal dans son costume de soirée, s'appuyant sur sa canne, non par fragilité, mais comme un roi tenant un sceptre. « Souviens-toi, nous ne gâchons pas la fête. Nous corrigeons simplement les faits. Ils vont me détester, ai-je murmuré, balayant la pièce du regard. J'ai repéré mes parents près du buffet. Ma mère tenait la cour, riant bruyamment, une flûte de champagne à la main. Lucas était là aussi, l'air maussade dans un costume légèrement trop serré, probablement ennuyé de ne pas pouvoir jouer aux jeux vidéo. « Il te déteste déjà » a dit Papy, sa voix dure. « Il te déteste parce que tu es le miroir qui leur montre leur propre laideur. Il est temps de briser le miroir et de montrer à tout le monde ce qu'il y a derrière. » Nous sommes entrés. L'effet fut immédiat. Alors que nous naviguions entre les tables rondes, les têtes se sont tournées. Papy Arthur était une légende dans cette famille, le patriarche qui contrôlait les cordons de la bourse. Et son arrivée inattendue fut une onde qui fit taire les conversations. Ma mère nous a repérés. Son sourire a vacillé, tressaillant au coin avant qu'elle ne le replaque avec une force terrifiante. Elle a abandonné sa conversation et s'est précipitée vers nous, nous interceptant avant que nous puissions atteindre la table d'honneur. « Papa. Arthur. » Elle s'est penchée pour un baiser, que Papy a adroitement évité en tournant la tête. « Et Élise. Nous ne pensions pas que tu viendrais, tu sais, avec ton état. » Elle l'a dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Quelques parents m'ont jeté des regards apitoyés. Le récit de la dépression nerveuse était déjà en circulation. « Mon état est excellent, Isabelle, » ai-je dit, la voix ferme, bien que mes genoux tremblent. Je me sens incroyablement lucide. « Eh bien, c'est une bonne chose, » a dit maman, ses yeux balayant nerveusement la pièce. « Pourquoi n'irions-nous pas trouver une table tranquille au fond ? Papa, tu as l'air fatigué. Le voyage a dû être épuisant. » Je ne suis pas fatigué, a tonné Papy, sa voix portant, coupant à travers la musique de jazz ambiante. Et je ne m'assois pas au fond. Je souhaite parler à Catherine. Tante Catherine, la sœur de maman, était l'hôte de la fête. C'était une femme féroce, à la langue acérée, qui n'avait aucune patience pour les bêtises. Elle se tenait actuellement près de la cabine de l'animateur musical, ajustant un arrangement floral. Catherine est occupée, papa est apparu au coude de maman, transpirant abondamment. « Arthur, s'il te plaît. C'est la soirée de Sarah. Ne parlons pas d'affaires. » « Oh, nous ne parlons pas d'affaires, » a dit Papy, passant devant eux comme un brise-glace à travers une fine couche de glace. « Nous parlons d'immobilier. » Il est allé droit vers tante Catherine. J'ai suivi, sentant les regards brûlants de mes parents dans mon dos. Oncle Arthur a rayonné Catherine en le serrant dans ses bras. Quelle surprise! Et Élise, regarde-toi. Tu es magnifique. Catherine, a dit Papy, gardant sa main. Une petite question. Loues-tu ton chalet du lac sur la côte d'Azur cette semaine? Catherine a froncé les sourcils, confuse. Quoi? Non, il est fermé pour la saison. J'ai mis les volets et l'alarme est activée. C'est étrange, ai-je dit en m'avançant. J'ai sorti mon téléphone. J'avais fait une capture d'écran de la publication éphémère de Lucas avant qu'il ne puisse la supprimer. J'ai tendu l'écran au visage de tante Catherine. Parce que Lucas a posté ça il y a 6 heures. Catherine a plissé les yeux devant l'écran.
La photo montrait les pieds de Lucas posés sur une table basse en teck très distinctive avec vue sur le lac en arrière-plan. La légende disait « Vivre la vie sans souci ». Ambiance du lac. « C'est ma table », a dit Catherine, sa voix baissant d'une octave. « Et c'est ma vue. » Elle a levé les yeux, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur Lucas, qui était en train de se fourrer une crevette dans la bouche. Il est entré par effraction chez moi. Ce n'était pas une effraction, a crié maman en se précipitant, réalisant que le barrage se rompait. Catherine, ma chérie, c'était un malentendu. Nous pensions que ça ne te dérangerait pas. Lucas avait juste besoin d'un endroit pour décompresser. Il a été sous tellement de stress avec ses investissements. Il a cassé une fenêtre pour entrer, a dit papy calmement. La compagnie de sécurité m'a appelé parce que mon nom est toujours sur la liste des contacts d'urgence depuis que j'ai financé la propriété pour toi, Catherine. Je leur ai dit de ne pas appeler la police pour l'instant parce que je voulais voir si Isabelle mentirait à ce sujet. Vous êtes entré par effraction chez moi, a hurlé Catherine, sa voix stridente. La musique s'est arrêtée. L'animateur musical avait senti l'ambiance et avait coupé le morceau. Toute la salle de bal est devenue silencieuse. Ce n'est qu'une maison, Catherine, a crié papa, essayant de reprendre le contrôle. La famille s'entraide. Nous sommes dans une sorte de transition en ce moment. Une transition ? Papy s'est tourné vers la salle, s'adressant à la foule de parents et d'amis stupéfaits. C'est comme ça qu'on appelle le vol qualifié maintenant ? Richard, dis-leur pourquoi vous êtes en transition. Ne fais pas ça, Arthur, a prévenu papa, s'avançant avec un poing serré. Tu es sénile. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais que tu as intercepté 50 000 € destinés à la voiture d'Élise, a dit papy, sa voix résonnant avec une clarté de tribunal. Je sais que tu as falsifié sa signature sur un document de procuration. Je sais que tu as créé un faux dossier médical pour ta fille, prétendant qu'elle était dans un hôpital psychiatrique pour expliquer pourquoi tu avais besoin de 25 000 € pour couvrir tes pertes de jeu. Un halètement collectif a parcouru la pièce. Ma cousine Sarah a couvert sa bouche. C'est un mensonge, a crié Lucas, se frayant un chemin à travers la foule. Elle est folle. Elle invente tout ça parce qu'elle est jalouse de la Peugeot. La Peugeot, ai-je dit, me tournant pour regarder mon frère. Tu veux dire celle que tu as achetée avec l'argent de ton projet de crypto-monnaie, ou celle que papy a achetée pour moi? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le double de la clé. Papy avait fait faire un nouveau double par le concessionnaire en prouvant la propriété avec le titre. Je crois que ceci m'appartient, ai-je dit. Donne-moi ça. Lucas s'est jeté sur moi. Cela s'est passé au ralenti. Mon frère, l'enfant prodige, l'entrepreneur, a essayé de m'agresser physiquement au milieu de la salle de bal d'un club de campagne, mais il n'y est jamais parvenu. Deux grands hommes en costume sombre, des agents de sécurité privés que papy avait engagés, qui attendaient en coulisses, se sont interposés et l'ont bloqué. Lucas a rebondi sur l'un d'eux comme une balle en caoutchouc heurtant un mur. Lucas, a hurlé maman en se précipitant pour le bercer comme s'il avait été abattu. Ils l'ont agressé. Vous avez vu ça? Ils ont agressé mon bébé. Ils l'ont empêché d'agresser sa sœur, a dit tante Catherine, le visage froid comme la pierre. Elle s'est tournée vers mes parents. Vous avez squatté ma maison. Vous avez volé cette fille. Et vous avez ruiné la fête de fiançailles de ma fille. Catherine, s'il te plaît, a sangloté maman, changeant de tactique pour jouer la carte de la victime. Nous sommes fauchés. Nous n'avons rien. Les comptes sont gelés. Nous voulions juste survivre. Vous n'avez rien parce que vous l'avez dépensé en montres, voitures et vacances pendant que votre fille conduisait une épave, a dit papy. Il les a regardés avec une déception infinie. Je vous ai donné une maison, Richard. Je vous ai donné une éducation. Je vous ai donné une allocation mensuelle qui est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, et vous avez tout consumé comme des sauterelles. Sortez, a pointé tante Catherine vers la porte. Sortez de mon club. Sortez de ma maison. Et si je vois Lucas près de ma propriété à nouveau, je porterai plainte pour effraction. Vous ne pouvez pas nous faire ça, a crié papa, le visage violet. Nous sommes des Lambert. Nous avons une réputation dans cette communauté. Plus maintenant, ai-je dit doucement. Les agents de sécurité les ont escortés dehors. Ma mère pleurait bruyamment, s'accrochant à un Lucas furieux au visage rouge. Mon père criait des menaces au sujet d'avocats.
Alors que les lourdes portes en chêne se refermaient derrière eux, le silence dans la pièce était pesant. Puis Sarah s'est approchée de moi. Elle a regardé la porte, puis moi. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. « À propos de la cure de désintoxication et de l'argent ?» « Oui » ai-je dit. « Tout ?» Sarah m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte polie. C'était une étreinte féroce. « Je suis tellement désolé, Élise. Nous ne savions pas. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit que tu ne voulais voir personne. » J'ai regardé par-dessus son épaule vers Papy. Il m'a fait un petit signe de tête fatiguée. La vérité était sortie. Le miroir était brisé. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui nettoyais les morceaux. Les retombées furent rapides, brutales et entièrement de leur fait. Sans le soutien financier de Papy, le château de cartes de mes parents s'est effondré en quelques semaines. L'expulsion du domaine familial a été exécutée par le département du shérif. Les voisins ont rapporté avoir vu ma mère essayer de faire sortir clandestinement les lustres en cristal dans des sacs poubelles, mais les adjoints l'ont arrêté. La maison, il s'est avéré, appartenait à la fiducie, et la fiducie appartenait à Papy. À cause de la fraude, en particulier la fraude électronique impliquant les fausses factures médicales, Maître Fournier, l'avocat aux allures de requin, leur a donné le choix, faire face à des accusations fédérales ou signer un accord contraignant pour rembourser chaque centime qu'ils avaient volé avec intérêt, en saisissant les salaires qu'ils gagneraient pour le reste de leur vie. Ils ont choisi le plan de remboursement pour éviter la prison. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres dans un quartier dont ma mère se moquait autrefois. Papa a trouvé un emploi de vendeur dans un magasin d'électroménager d'occasion. C'était un travail humiliant. Et d'après ce que j'ai entendu, il n'était pas très bon. Lucas a été le plus durement touché. Sans son sous-sol, incubateur, et le financement de ses parents, sa carrière d'entrepreneur s'est évaporée. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait de nuit dans un entrepôt à charger des camions. Il avait essayé de me contacter une fois, en envoyant un texto qui disait simplement « Tu es contente maintenant ?» Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Quant à moi, je me tenais dans l'allée du domaine de Papy en Normandie. Les feuilles d'automne devenaient or et cramoisies, peignant le monde de feu. Garée dans l'allée se trouvait la Peugeot 508. Nous l'avions récupérée au chalet du lac. Elle avait quelques égratignures sur le pare-choc où Lucas avait été négligent, mais elle avait été nettoyée et restaurée à la perfection. « Es-tu sûr de vouloir la garder ?» a demandé Papy, debout sur le porche, enveloppé dans un gilet en laine. « Nous pourrions l'échanger. Prendre quelque chose qui n'a pas de souvenirs attachés. » J'ai passé la main sur le capot argenté. « Non, je veux la garder. » « Pourquoi ? » « Parce que ce n'était pas la voiture de Lucas, ai-je dit en le regardant. C'était ton cadeau pour moi, et chaque fois que je la conduirai, je me souviendrai que je vaux la peine qu'on se batte pour moi. Papy a souri, ses yeux se plissant au coin. Tu le hais, Élise. Tu l'as toujours été. Il m'a tendu une enveloppe épaisse. Qu'est-ce que c'est ? L'acte de propriété de la maison, a-t-il dit. Celle dont tes parents ont été expulsés. Je la mets à ton nom. J'ai regardé l'enveloppe. Papy, je ne peux pas vivre dans cette maison. Elle est trop grande. C'est. Je sais, a-t-il dit. C'est pourquoi je te donne la permission de la vendre. Le marché est porteur. Les bénéfices devraient être suffisants pour t'acheter un bel endroit à toi, quelque chose de confortable, quelque chose qui t'appartienne, et financer ta classe pour les 20 prochaines années. Des larmes ont piqué mes yeux. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans la laine rêche de son pull. Il sentait le tabac à pipe et la sécurité. Merci, ai-je murmuré. Non, a-t-il dit en me repoussant et en me tenant à bout de bras. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Les mensonges pourrissent une famille de l'intérieur, Élise. Tu as enlevé la pourriture. Je suis monté dans la voiture. Le siège en cuir était chaud. Le moteur a ronronné avec une puissance silencieuse et confiante, si différente de la toux sifflante de ma vieille Clio. J'ai mis la voiture en marche et j'ai quitté l'allée, regardant Papy me faire un signe dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point. J'ai pris l'autoroute. La route devant moi était ouverte, claire, et m'appartenait.